Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 162e Citrep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Milani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour à tous les téléspectateurs et merci d'être là. Alors à nouveau un numéro où on va hélas parler beaucoup de la Palestine avec cette nouveauté, on vient d'apprendre récemment l'appel de plusieurs pays à un cessez-le-feu et à l'accès à l'aide humanitaire pour les Gazaouis et les Palestiniens en général. La nouveauté dans cet appel de plusieurs pays, c'est la pratique du Liban, puisque le Liban appelle à une sorte de journée de grève générale, on peut appeler ça comme ça, en soutien donc à cette demande. En fait, c'est pas la nouveauté, je peux dire quand même cet appel à la grève générale, c'est parmi tous les soutiens de la Palestine, hein. Suite à ce qui s'est passé à l'ONU, en fait, effectivement, où était discutée une proposition de cessez-le-feu et puis de retour en fait, d'ouverture aussi vers les aides humanitaires, etc., pour les Palestiniens, les aides humanitaires, les aides médicales et cesser ce blocus étouffant. Et le fait que les États-Unis aient fait et opéré un veto, donc ils ont bloqué cette proposition et ils ont bloqué toute possibilité de cesser le feu parce qu'ils sont contre, donc par un veto au Conseil de sécurité qui s'est réuni vendredi, donc il y a 2 jours, hein, et qui s'est soldé par la continuité de la guerre contre des Américains, je dirais, et des Israéliens, donc contre le peuple palestinien. Mhm. Alors, Je voudrais, pardon, oui, donc vas-y. tu avais parlé de cette résolution de l'ONU qui était stoppée par le veto américain. Comme on en discutait en préparant cette émission, donc il y a 15 pays qui font partie du Conseil de sécurité, dont 5 membres permanents qui ont le droit de veto, hein, on le rappelle, hein, la Mm, France, la mm, Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine. Et mm. donc, puisque cette résolution a été rejetée, elle va être discutée maintenant au sein de l'Assemblée générale, qui est un autre organe de l'ONU qui regroupe les 192 pays, peu ou prou, et qui est beaucoup plus démocratique dans son mode de fonctionnement, sauf qu'il n'a aucun pouvoir décisionnaire, il ne peut pas faire de résolution, il n'a aucun pouvoir contraignant, il ne peut pas décider d'une action armée ou de casque bleu par exemple. C'est un petit peu un organe qui est là pour faire bonne figure, j'ai envie de dire malheureusement, si tu veux poursuivre. Oui, alors moi je continue effectivement sur cette décision. Donc je voudrais dire, étant donné que les Américains ont bloqué la décision, le projet de proposition, le projet de cessez-le-feu, et que donc suite à cela, effectivement, tous les soutiens de la Palestine et les Palestiniens eux-mêmes ont appelé à une journée internationale de solidarité avec la Palestine. Et cette journée internationale de solidarité est surtout se manifestant par une grève de solidarité avec les Palestiniens. Donc effectivement, l'État libanais aujourd'hui répond positivement à cet appel et donc tous les organismes et les administrations, les écoles, les facultés, les universités, etc., sont fermés en guise de soutien à la Palestine. Pour en revenir à cette décision du Conseil de sécurité, il est important de voir que
dire, et quand on regarde aussi voir la totalité des pays du monde, et ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on peut se féliciter du fait que la majorité des pays et des peuples soient du côté des Palestiniens, mais aujourd'hui, quand même, ce veto euh, pousse Israël bénéficiant de cette impunité totale, ça pousse Israël à plus d'horreur et à plus de crimes, ce qui n'a pas tardé d'ailleurs à se manifester directement sur le terrain, puisqu'il y a eu une accélération totale pas seulement des attaques, pas seulement des bombardements, mais aussi de l'étendue des bombardements. Parce qu'ils bombardaient le nord en disant le sud non. Ils ont envoyé la population vers le sud en prétendant que le sud serait épargné. Or, la population qui sortait du nord, qui est en descendant dans le sud, ils ont déjà été bombardés. Et puis actuellement, les villes du sud sont bombardées et ils visent encore une fois ces hôpitaux. Donc la ville de Khan Younes a été bombardée hier, toute cette nuit. Les hôpitaux de Khan Younes aussi sont visés, encore une fois, les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte. Je voudrais quand même dire quand même et vous informer que 63, plus de 63 mosquées ont été attaquées et les églises aussi. Que l'ensemble de la structure sanitaire, hospitalière, de tout ce qui est à Khan Younes, ils sont dans l'incapacité de récupérer, de pouvoir faire face à ce grand besoin au niveau des blessés, mais aussi au niveau des morts, en fait, parce que les Palestiniens n'arrivent pas, non seulement, vu l'intensité des bombardements, non seulement n'arrivent pas à sortir leur famille dessous les décombres, déjà, donc ceux qui sont blessés et qui restent sous les décombres, ils mourront comme ça, sans aucune aide. Ça d'une part. D'autre part, ils n'ont pas le temps d'enterrer et ils n'arrivent pas à enterrer leurs morts et ils n'arrivent pas non plus à soigner leurs blessés dans les hôpitaux ni à les amener. Alors, on Tout parle. ceci dans une atmosphère où on a on n'a pas de vivres, où l'électricité est coupée, je rappelle, où l'énergie est coupée, où l'eau est coupée, où il n'y a plus d'eau potable aussi, parce que ces crimes. Et en fait, là,
euh, comment dire, un véritable mur autour de Gaza et un véritable siège électrifié, etc., autour de Gaza, de l'ensemble du territoire et qui empêche à la population aussi de sortir. Donc on les fait venir au sud pour les bombarder encore mieux au sud et les pousser peut-être de plus en plus vers le Sinaï. Alors, on parle de 17 000 à 30 000 morts, ce qui montre la difficulté de vérifier les chiffres en pleine guerre. Évidemment, c'est très compliqué. Alors que, comme tu l'as dit, les Palestiniens n'arrivent même pas, pour l'instant, les Gazaouis, à sortir parfois les membres de leur famille, qui sont encore vivants ou qui sont morts, Les sous décombres. les décombres. Heureusement, parfois, il y a des miracles, hein. On a vu encore récemment une petite fillette se faire sortir des décombres. Euh, c'est une situation très difficile. Il y a également des arrestations massives, pas uniquement à Gaza, mais dans toute la Palestine occupée, des humiliations. Et là, ça rejoint ce dont on discutait en préparant cette émission. Donc, on parle de Palestiniens nus, de scènes comme ça, que même France 24 a relayé les images, hein, c'est ce que tu me disais. Donc on ne peut pas occulter la vérité aujourd'hui, malgré la censure, grâce notamment aux réseaux sociaux, à tout un tas de... Mais c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui ont dans leur poche une petite caméra dans leur appareil portable, ce qui n'était pas le cas effectivement il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, quoi, Même pendant la en guerre de l'Irak, 48. alors. Mm. Alors oui, effectivement. Alors toute cette agressivité et toute cette escalade de bombardement à Deir el-Balah, des familles entières ont été massacrées. En fait, en même temps, la destruction de maisons, aussi bien donc dans Naplouse, à Jérusalem, à Naplouse, à Jénine, en fait, c'est aussi l'agressivité concentrée contre Jénine, et c'est quelque chose d'absolument abominable auquel fait face aujourd'hui la population palestinienne. Alors, on a vu, tu as parlé, et très justement, des Palestiniens qui ont été arrêtés comme ça parmi la population à Gaza. Alors, ils supposaient que c'était des gens de Hamas et en fait obligés à circuler nus. Il faut dire quand même que l'hiver est bien d'une part, d'autre part, avec des exactions terribles. Tout ceci rappelle en fait ces vidéos qui étaient sorties de Abu Ghraib parce qu'il y avait des soldats. La prison d'Abu Ghraib, je vous rappelle que c'était en En Irak, Irak, tout à fait. l'occupation américaine en Irak en 2003 et l'invasion en fait de ce pays par les Américains sous prétexte fallacieux et mensonger de présence des armes de destruction massive et de possibilité de les utiliser. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse, je dis quand même, Israël a des armes nucléaires et de destruction massive et qui sont capables de les utiliser aussi. D'ailleurs, il y a eu même un ministre qui a conseillé à Netanyahou de les utiliser. Donc, d'utiliser l'arme nucléaire contre le peuple palestinien à Gaza.
Donc, Israël n'est pas signataire. je ferme la parenthèse en fait et Juste, je je la dis, réouvre juste pour oui, préciser vas-y. aussi que Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération sur les armes nucléaires, donc n'accueille pas d'inspecteur de cet organisme. Ouais, tout à fait. Et ils ont, effectivement, ils le disent, il y a d'ailleurs le chercheur qui en a parlé, il a été emprisonné pendant 20 ans et quand il est sorti, il en a parlé, il a été coffré à nouveau. Donc voilà, ça, on le sait. Et puis d'un autre côté, donc on allait, comment dire, cette prison de Bourg-Reb a vu en fait les pires exactions contre le peuple irakien. Et en fait, comment on l'a su à l'époque? Parce qu'il y a eu des soldats américains qui étaient eux-mêmes outrés et dégoûtés, qui ont fait fuiter ces vidéos qu'ils ont prises pour la presse. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a, comme tu disais, une ouverture plus importante au niveau des médias sociaux, en fait, des les tueries excessives et qui étaient dont étaient objets tous les envoyés de presse en fait par les Américains et les Israéliens, par les sionistes. Hein. Là, je voudrais quand même rappeler qu'il y a 75 euh, Journaliste. journalistes qui sont morts aujourd'hui au combat, hein, parce que c'est le combat de la parole, le combat de la transmission de la vérité. Hein. Et ils sont particulièrement visés par les Israéliens, ainsi que les équipes médicales. Il y a eu, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais je crois qu'il a dépassé les 270, 275 entre urgentistes, soignants, infirmiers et médecins qui ont crimes Pour pouvoir israéliens. documenter Et, dans le cadre de procès, notamment auprès de la CPI et de la Cour de justice exactement, internationale. exactement, exactement, parce que là, tu fais bien de le rappeler, Raphaël, c'est que effectivement, Israël passe devant la Cour pénale internationale et va passer, donc, et qu'il y a des procès qui sont montés contre elle par des avocats français, européens, palestiniens, etc., et qui ont des dossiers assez importants, mais aussi par des avocats algériens, par l'État algérien aujourd'hui, donc qui ont tous donc participé à porter cette affaire devant la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs au passage de Rafah, il y a une commission de conseil de sécurité qui essaye de voir sur place à Rafah, en fait à Al-Arish et Rafah, comment les passent, quelle est leur mission. Ils sont là-bas, ils observent, des observateurs du conseil de sécurité. Et ils observent et puis ils regardent parce que apparemment la séance était assez houleuse au niveau du Conseil de sécurité Alors, on peut préciser que de vendredi. concernant la Mm. Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale, les actions entreprises par Gilles Devers et d'autres avocats sont utiles et nécessaires, mais elles ne sont pas certaines d'aboutir pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Israël n'est pas signataire de ces deux organes, que ce soit la CPI ou la CJI, et que la Palestine elle-même a tardé malheureusement à signer puis ratifier
les protocoles de ces deux organes. Et puis, on peut ajouter également que ces deux organes, aussi bien la CPI que la CJI, même s'ils ont parfois fait preuve d'indépendance, notamment dans le verdict rendu dans le procès de Laurent Gbagbo, ont souvent été, et encore aujourd'hui, l'objet de pression des grandes puissances, et donc ne sont pas des organes indépendants. Donc on peut douter que ces procédures aboutissent, même si on peut saluer leur existence, et voilà. N'ont jamais été appliquées, et pour certaines même qui ont été retirées, parce que je rappelle quand même que il y avait une décision de l'ONU qui apparentait effectivement le sionisme à l'apartheid, hein, et qui a été retirée. Hein. Et là, on est en train d'aller dans le sens contraire et ça a été effectivement le cas par les pressions américaines, mais aux États-Unis, qu'on fait apparenter le sionisme ou l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc, en fait, les personnes qui combattent le sionisme sont antisémites, alors que sionisme égale racisme, c'était dans les décisions de l'ONU et qui a été retiré par les pressions israéliennes et américaines, en fait. Hein. Alors tu parlais Bon, tout à l'heure, donc ça c'est important. tu parlais tout à l'heure de l'impunité d'Israël, donc on vient de voir qu'elle est peut-être relative avec ses actions en cours auprès de la CPI, de la CJ, que est nécessaire la réforme de l'ONU, qu'une réforme de l'ONU est nécessaire et indispensable et urgente. Il y a pas mal de pays qui appuient cela, notamment la Chine, la Russie et bien d'autres. Cuba évidemment, Venezuela, hein, plein de pays qui ont été mis à l'index de la communauté internationale, hein, ce groupe de pays un peu hors la loi mené par les États-Unis et qui s'arroge le titre de parler au nom du monde. Euh, donc voilà une autre source d'espoir, mais qui se fait sur le dos malheureusement de la souffrance des Palestiniens, quoi. C'est-à-dire l'injustice provoquée par cette situation, qui est criante à la face du monde, qui est criante comme on l'a souligné au début de ce CITREP, et ben, renforce la nécessité d'une réforme de l'ONU qui va vers plus de justice et plus de démocratie. Tout à fait. Et d'ailleurs, tous les efforts de tous les pays, en fait, on a vu que c'est un point qui a été soulevé aussi bien au niveau des pays de la réunion des pays du BRICS, que ce qu'elle a été aussi soulevée à l'occasion de la réunion des pays africains, qu'elle a été soulevée systématiquement aussi par l'Iran, par la Russie, donc par tous les pays du monde qu'on appelle maintenant le Sud global. Et en fait, ce sont tous ces pays qui voient clairement que l'injustice règne dans cette organisation dite générale de l'ONU, et qu'il faut effectivement qu'elle soit réformée de manière à apporter plus d'équité et plus de justice dans le monde, et en fait qu'elle bloque davantage les agressions du plus fort contre le plus faible dans le monde, puisque c'était la charte même de l'ONU qui stipulait qu'il fallait régler les problèmes par le dialogue et ne jamais avoir recours aux agressions militaires et à l'invasion. Or, on voit quand même depuis sa création jusqu'à maintenant qu'elle n'a fait que couvrir réellement les agressions et les invasions militaires de l'Occident vis-à-vis des pays du Sud, entre guillemets, et pour des intérêts de pillage et de déstabilisation
qui occasionnent effectivement le pillage de leurs ressources pour les pays, pour les Américains, pour les Français, pour les Britanniques et pour les Allemands. Et même au-delà de Mm. ça, puisque ces Ouais. accusations, à mon avis, si elles sont avérées, bah, ça veut dire qu'il y a des complicités au-delà de l'armée israélienne. Ça concerne le vol d'organes, un vol d'organes très organisé avec des morgues Mhm. assez bien organisées. Si on Ouais. parle dans ce site web de ces accusations de vol d'organes, c'est qu'il y a des témoignages sérieux et crédibles émanant Mhm. de parents de martyrs, de Palestiniens, mais aussi de médias et de médecins israéliens qui auraient participé donc à ce trafic odieux. À dénoncer ce qui se passe justement depuis 75 ans et c'est la raison pour laquelle on voit les Israéliens non seulement effectuent des massacres depuis 75 ans et que en plus ils gardent les corps des victimes et donc en fait là ce témoignage qui montre que et ils continuent, ils sont mis dans aussi qui permet de savoir quelles sont les familles de ces martyrs pour aller effectivement à continuer des exactions contre les familles de ces martyrs et de leurs descendants. Alors, Donc, ça fait 75 ans que ces crimes durent en toute impunité on mettra le aussi. lien donc sous la vidéo Ouais. qui mène vers ces témoignages. On va continuer à parler de la Palestine puisque les Palestiniens ont continué d'envoyer des missiles sur Tel Aviv. Donc ils sont rejoints également par l'ensemble de la résistance. Il y a donc des missiles yéménites qui ont visé un navire français qui soutient donc Israël. C'est la frégate Languedoc, si je ne me trompe pas. La Mm. résistance irakienne a également visé des bases américaines présentes en Mm. Irak et en Syrie. Et Ouais. le Hezbollah donc, continue sur le front du nord de la Palestine. Alors là-dessus, je crois que c'est important de voir les tiens. Elle tient bon. Et elle a toujours aussi main haute sur la situation à effectivement bombarder aussi les points importants, cruciaux de l'économie israélienne. Donc, il y a des salves de missiles sur Tel Aviv, des salves de missiles très particulièrement sur aussi certaines usines, sur un certain nombre d'endroits qui sont critiques pour l'État d'Israël et qui font que, effectivement, ça leur fasse très mal. Donc, il y a eu aussi un discours très important de Abu Ubaïda, c'est le porte-parole militaire des brigades Al-Qassam, où il salue la résistance du peuple palestinien, il salue la résistance et il salue tous les martyrs, la résistance de toutes les familles des martyrs aussi, et qui les rassure qu'ils ont toujours le contrôle de la situation
que malgré toutes ces attaques barbares des Israéliens, leur plan continue et qu'ils ne lâcheront pas avant d'avoir complète des internationales, c'était en matière d'électricité et de l'eau et aussi donc du gaz. C'est ordinaire. Aussi beaucoup de courage, pas seulement aux Palestiniens, mais aussi à tous ceux qui les soutiennent, qui montrent clairement que de toute façon, on tient bon et on continue jusqu'au bout. Que c'est une véritable guerre de libération du peuple palestinien qui a commencé et qu'elle continue. Pour ce fait, je peux dire aussi que ce sont l'ensemble des, euh, des pôles et des forces de l'axe de la résistance qui se mobilisent aussi au fur et à mesure et qui viennent au fur et à mesure à, à la rescousse du Palestinien, en fait, à continuer le plan, effectivement, des Palestiniens. Donc, la résistance et l'État yéménite qui ont à nouveau renouvelé après donc ce Conseil de sécurité où les Américains ont tout bloqué contre l'aide humanitaire, qui pas tous ceux qui arrivent à Israël, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'État fantoche d'Israël, aussi bien les marchandises qui partent, les marchandises qui arrivent, les bateaux israéliens, les bateaux qui appartiennent à des Israéliens, même s'ils ne portent pas le drapeau israélien, etc. Tout ceci est interdit de circuler dans la mer Rouge, mais en plus, donc, à Bab el-Mandeb, et où il y a eu effectivement des drones yéménites qui ont attaqué des navires qui apportent des marchandises. Donc, il y a 2 jours, donc, à Bab el-Mandeb. Ça, c'est un point qui est très, très important et une force très importante qui vient s'allier, je dirais, à la résistance palestinienne, ajouté à la résistance irakienne, qui aussi affirme que de toute façon, puisque les Américains continuent à soutenir de cette manière Israël, etc., comme ça a été le cas en fait dans toute la région, puis tous les pays déclarent que c'est les Américains, ce sont les Américains qui combattent et de ce fait, donc, de la résistance à la résistance palestinienne et de la même manière la résistance libanaise aussi qui non seulement affirme qu'elle continue mais qui a aussi relancé des opérations et les Israéliens d'ailleurs de toute façon s'attaquent aussi aussi à eux et aussi cette nuit encore une fois
les Israéliens s'attaquent à la Syrie aussi, et ils ont attaqué par des salves de missiles en fait qui viennent du Golan occupé à Damas, hein, donc sur l'aéroport de Damas. Alors là-dessus, je crois que c'est important quand même qu'on puisse faire prendre un petit moment pour en discuter, Mhm. parce que de toute façon, aujourd'hui, la libération moi je dirais c'est la guerre de libération effectivement de tous ces pays a commencé, et il est important que désormais les décisions qui ont été prises, hein, que les Américains doivent quitter la région, la décision qui a été prise par le Parlement irakien, la décision qui a été prise aussi par les Iraniens, les décisions qui ont été prises par la résistance libanaise aussi, au lendemain de toutes les résistances de l'axe de la résistance, tous les pôles de l'axe de la résistance, au lendemain de l'assassinat de Qasem Soleimani, qui était le grand chef de lutte contre le terrorisme de Daesh, qui a été créé par les Israéliens et les Américains, en fait, et que les Américains ont assassiné pour le compte des Israéliens, encore une fois. Donc, toutes ces décisions qui ont été prises à ce moment-là, là, elles rentrent en ligne d'exécution, je pourrais dire, effectivement provoquée par cette agression israélienne contre le peuple de Gaza, contre le peuple palestinien dans son entièreté, aussi bien à Gaza, dans Al-Aqsa, à Jérusalem, Al-Quds, donc, et tout ceci et continue dans cet objectif, et dans l'objectif effectivement de libérer la région de l'occupant américain Mhm. et israélien. Voilà. Alors le mouvement de soutien international continue, notamment au niveau des peuples. La campagne BDS connaît un regain d'intensité, hein. BDS boycotte des investissements sanctions. C'est une campagne qui existe depuis à peu près une dizaine d'années et qui gêne considérablement Israël, hein. Ça fait des années que le gouvernement israélien, à travers ses différents organismes, lutte contre BDS et fait pression sur différents gouvernements, notamment la France, pour essayer de criminaliser cette campagne. Parler. Oui, effectivement. Donc, BDS, donc les compagnies qui soutiennent, qui traitent avec Israël d'une part et qui soutiennent l'État d'Israël, Fantoche, d'autre part, donc sont complètement boycottées. Et là, on voit les effets tout de suite. Par exemple, Puma, qui est la compagnie qui fabrique des chaussures de sport qui affiche une grande baisse de son chiffre d'affaires grâce à ce boycott. Il y a Starbucks et McDonald's sont sur le point de quitter le Liban tellement leur chiffre d'affaires a baissé. Donc toutes les compagnies qui soutiennent effectivement les Israéliens sont en train de perdre aussi bien à la bourse qu'ils sont en perte de vitesse économiquement. Je rappelle aussi que les marques de certains, les marques de distribution, Carrefour soutient complètement Carrefour, Lidl, etc., qui doivent être boycottés, qui soutiennent aussi l'État d'Israël et qui, par le fait qu'ils importent des produits israéliens aussi, des terres qui ont été arrachées aux Palestiniens. Donc en fait, c'était ça aussi le sens du boycott. Eh ben, ceux-là, ils vont avoir effectivement des problèmes et on appelle à les boycotter.
en soutien aux Palestiniens et aux agriculteurs palestiniens et surtout à leur propriété de leur propre terre, hein. Ça, c'est un point important. Alors, ajoutez au fait que la campagne de soutien continue dans les universités américaines, dans le monde entier, en fait. Mais je parle plus précisément des universités américaines parce que c'est le cœur euh, du, euh, de l'agresseur, je peux dire. Donc, des universités de prestige comme Yale, Harvard, et toutes les autres, Berkeley, et il y a de très grandes manifestations au sein de ces universités et des grandes actions aussi de mobilisation pour le soutien des Palestiniens. Mais aussi, pas seulement, au sein, par exemple, de ce qui est culturel, au sein de Hollywood, au sein des les chanteurs, des réalisateurs de films, etc. Il y en a beaucoup aussi qui, On, alors, on parlait de qui, Eric Clapton aussi tout à l'heure. On oui, parlait d'Eric Clapton, le chanteur et guitariste américain qui a fait un concert avec une guitare peinte aux couleurs de la Palestine récemment. oui, et puis les chanteurs irlandais, en fait, il y a aussi depuis Mel Gibson, il est en train de faire aussi un film euh, sur la sur la Palestine, et c'est quand même quelque chose de très important de voir que aussi bien parce que Hollywood, c'est toujours l'usine intellectuelle qui fait passer les crimes des Américains pour quelque chose de bien. Rappelez-vous tous les films de western qui consacraient effectivement le blond américain qui vient sauver les valeurs de la civilisation face face alors que finalement, ce sont les pour prendre, arracher la terre hein, de ces gens. Et voilà. Bon, Alors, c'est on va clore ceci très en parlant de plusieurs faits. Déjà au niveau diplomatique, il y a un mini balai diplomatique dont on va parler. La visite de Poutine en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et puis sa rencontre avec Raisi à Moscou, le président iranien. Est-ce que tu peux nous parler de... en fait, effectivement, avant aujourd'hui, la situation mondiale, et il y a un ordre qui disparaît et un nouveau qui apparaît. Donc, c'est un résultat ou une cause, mais de toute manière, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui continuent comment dire, accentuer leur rapport, hein, et qui voient comment on peut effectivement avoir un monde plus juste et un monde qui est basé sur plus d'équité. Euh, c'est un pays qui est un entre la Russie et l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est très important qu'il y ait aujourd'hui un renforcement de ces accords. Et ils viennent aussi, vous savez que l'Arabie saoudite a des rapports aussi importants avec la Chine aussi, et que en fait, l'Arabie saoudite avait refusé
la demande des États-Unis qui est de augmenter la production de pétrole lorsque les États-Unis ont voulu mettre des sanctions sur la Russie au début de la guerre en Ukraine. Et donc là, l'Arabie saoudite avait refusé. Et donc, c'est important quand même que là, là, c'est une deuxième visite, je peux dire, après que le roi MBS ait été reçu à Moscou l'année dernière, hein. Mhm. Donc, enfin, je pense que c'est ça, si ma mémoire est bonne. Euh, et voilà. Donc, les rapports se consolident. Mhm. Il y a eu une visite, mais le sujet principal aujourd'hui dont on parle et dont tous ces pays discutent, c'est effectivement la question palestinienne. Et il faut savoir aussi que la question palestinienne est une question aussi qui est importante pour non seulement les pays voisins, mais aussi pour tous les pays arabes et pour tous les peuples arabes. Et qu'aujourd'hui, même si les États arabes ne prennent pas position, pas tous les États arabes prennent position pour le soutien de la Palestine, mais les peuples, hein, ils sont pour le soutien de la Palestine. Et s'ils ne prennent pas de décision rapidement, il va y avoir de gros problèmes en fait dans ces pays. Donc, voilà, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et puis après, effectivement, il y a eu une rencontre avec le président Raisi, qui est le président de l'Iran. Donc, en fait, on voit que tous les pays de la région qui commencent à bouger, effectivement, parce qu'il est non seulement question de la Palestine, qui veulent entretenir des rapports avec ces pays avoisinants. Il est question aussi de la mer Rouge, il est question de la mer Méditerranée, il est question de pétrole, il est question des passages maritimes par où circule un grand nombre ou 80% pratiquement des marchandises mondiales. Il est question aussi du canal de Suez, hein, voilà, et du canal Ben Gurion aussi, qui est soutenu par les Américains et l'Inde, et en fait qu'ils veulent créer en concurrence aussi au canal de Suez. Donc toutes ces questions sont des dossiers très importants qui mettent en jeu en fait les intérêts de tous les pays de la région et de toute l'Eurasie. Donc, c'est sûr que ce sont ces questions-là qui vont être discutées et en priorité, quel soutien à la Palestine par l'ONU, il faut le dire. Les gens qui traitent les Palestiniens de terroristes parce qu'ils se battent pour leur indépendance, ils ont tout faux par rapport aux règles, à la législation internationale, et qui traitent aussi le Hamas de terroristes. Non, c'est une organisation de lutte pour l'indépendance, donc elle n'est pas terroriste, hein, et c'est plutôt le terrorisme, c'est ceux qui s'acharnent contre un peuple isolé et qui n'a pas une armée, qui n'est pas une, qui a très peu de moyens de se défendre, avec les moyens les plus forts, les plus barbares et les plus sophistiqués, y compris les moyens de l'intelligence artificielle qu'ils ont maintenant utilisés
pour bombarder de manière systématique tout ce qui bouge dans la bande de Gaza. Donc là, c'est aussi important de voir quels sont les enjeux pour tout le monde et quel apport peuvent apporter les pays comme la Russie, comme la Chine, les grands pays qui pèsent dans la balance internationale aujourd'hui pour qu'il y ait un cessez-le-feu d'une part et une plus grande justice, une plus grande équité dans la région. Mhm. Donc Alors, c'est exactement ça. Mm. avant de clore ce système, je voudrais mentionner la sortie du film sur la vie de Georges Abdallah, un film produit par le média français Blast. Est-ce que tu peux nous parler très brièvement de Georges Abdallah, pourquoi cette figure est très importante? Ben, Georges Abdallah est un grand militant pour la Palestine. C'est un homme, c'est vraiment un très grand militant et communiste, hein, libanais. Il est emprisonné en France depuis des années, en fait, pour soi-disant complicité avec les Palestiniens. Il a déjà purgé sa peine et depuis 12 ans. Il devait être sorti de prison depuis 12 ans. Et l'État démocratique français n'applique même pas sa propre loi. Donc, n'arrive pas à le sortir de prison, à le libérer alors qu'il a purgé toute sa peine, qui était d'ailleurs une peine vraiment complètement à tort, parce que c'est quelqu'un qui militait aussi pour la contre les droits de l'homme dans le monde entier et qui vont jusqu'à faire des guerres pour porter les droits de l'homme et qui eux-mêmes ne les respectent pas dans leur propre pays. Voilà, c'est contre toutes ces démocraties, entre beaucoup de guillemets, occidentales et qui ne sont que des violeurs de démocratie, excusez-moi le terme, qui se parent d'un tas de masques. D'ailleurs, le monolithisme auquel on a pu assister en fait dans ces derniers temps au niveau des médias, qui commence à se briser un peu grâce à des voix démocrates et qui se battent pour la liberté d'expression réelle au sein de ce pays, que nous saluons, comme Dominique de Villepin, comme autres, qui arrivent quand même à briser un peu ce monopolisme et ce monolithisme du discours médiatique, en fait, qui s'aligne sur les positions de l'État. Et à cause aussi de la présence des réseaux sociaux qui font quand même savoir les vérités par ailleurs, même si les médias mainstream refusent d'en parler. Mhm. Alors, tu m'as rappelé en préparant cet entretien la mort récente d'Henry Kissinger et cette situation, hein, de cet homme qui n'était pourtant pas un saint et qui dit en gros, oui, les ennemis des États-Unis bah, craignaient la puissance de feu des États-Unis, mais en gros, les amis, vous avez encore plus à craindre. Ouais, je le dis très mal, mais Enfin, c'est le sens de sa oui, citation. sa phrase, alors Henry Kissinger, alors il ne faut pas non plus le passer pour un positif, je dirais, Non. ni vers les peuples, parce que la politique américaine a principalement été dessinée sur presque un siècle, parce qu'il est mort à 100 ans. Hein. Il y a quelques jours, il a accompli ses 100 ans, ça c'est un de ses exploits. Mais d'un autre côté, il est important de voir qu'il a quand même été l'instigateur d'une très grande partie des agressions américaines
dans le monde et de la politique internationale d'agression dans le monde. Mais sa phrase en fait c'est être ennemi avec les États-Unis est très dangereux, mais être ami des États-Unis est fatal. Donc ça c'est la phrase. Moi je la cite qu'il a dit. D'un autre côté, récemment, c'est lui aussi, il avait dit conseiller les États-Unis à établir des relations quand même avec la Chine, parce que être ennemi de la Chine n'était pas bon pour les États-Unis. Et aussi, il a dissuadé les Américains à vouloir à tout prix, euh, comment dire, défaire ou asséner une défaite à la Russie en leur disant ça ne se fera pas. Donc c'est un peu l'espoir impossible mais là, ils ne l'ont pas écouté, ça c'est clair. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, la Russie est victorieuse en Ukraine, l'Ukraine se casse la figure. Les États-Unis, d'ailleurs, laissent tomber l'Ukraine parce que les derniers votes au niveau des budgets, au niveau du Congrès américain, ils ont décidé d'arrêter de soutenir le Congrès américain. Il va dans le sens aussi de la criminalité, d'augmenter la criminalité et accentuer les crimes contre le peuple palestinien. Alors on va terminer sur une note un petit peu plus légère, quoique, Mm. et donc parler peut-être de laïcité, puisque Emmanuel Macron a célébré la fête de Hanouka, une fête juive, à l'Élysée. Donc beaucoup y ont vu une entorse à la laïcité. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, pour moi, c'est aussi une accentuation en fait du manque de liberté, je dirais, ou du manque d'indépendance au niveau de la France, au niveau de sa politique étrangère. Elle est de plus en plus soumise au sionisme, qui cherche de plus en plus à baisser la tête les, euh, devant comment dire, les sionistes qui utilisent la religion juive comme étant une arme fatale. euh, sionistes et qui affirment leur soutien à la Palestine et qui affirment aussi de plus en plus leur indépendance du sionisme. Alors là, c'est en fait double faute, je dirais. D'abord, c'est à l'Élysée. Deuxièmement, dans un pays laïque, on va pour fêter une fête religieuse. J'aimerais bien qu'il en fasse autant, peut-être, il ose en faire autant pour la religion musulmane, alors que Et les la religion chrétienne? profanations et la religion chrétienne, alors que pour les profanations du Coran et les insultes à Mahomet, ils ont invoqué la liberté d'expression et la laïcité dans le pays, alors que là, bon, bah, c'est encore une fois un cran de plus, je dirais. Même l'organisme sioniste, le CRIF, a trouvé que qu'Emmanuel Macron en faisait trop. Ah Donc oui, on peut préciser donc que les rabbins étaient venus remettre un prix à Emmanuel Macron, hein, un prix de, de bons points pour lutte contre l'antisémitisme, si je ne me trompe pas. Et donc c'était des rabbins en provenance d'un prix remis par le Parlement européen juif. Voilà, il y a un Parlement européen juif, il faut le savoir.
Mhm. Voilà, mais c'était sur cette incongruité que nous allons nous laisser. On en Euh, découvre tous les jours. oui. Aïssa Midani, Donc, je te remercie beaucoup pour toutes les informations et toutes les analyses que tu nous as apportées aujourd'hui, encore une fois. Et je te donne rendez-vous dans 10 jours. Et j'en profite pour saluer tous les internautes. mm, je vous salue aussi. Merci Raphaël et à très bientôt.